Mon mari a vidé la caisse d'études universitaires de notre fille et a disparu avec sa maîtresse. J'étais dévasté, jusqu'à ce que notre fille de 12 ans sourire et dise « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Quelques jours plus tard, elle a appelé en criant après avoir découvert. Marc était en train de fourrer des vêtements dans une valise quand je suis entré dans notre chambre. Aucune explication, aucun contact visuel, juste un emballage frénétique comme si la maison était en feu. « Que fais-tu » ai-je demandé. Il n'a même pas levé les yeux. Ce que j'aurais dû faire il y a des années. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un coup physique. 22 ans de mariage, et c'était ainsi que cela se terminait. Lui jetant des chemises dans une valise pendant que je me tenais là en pyjama, complètement sidéré. Marc, arrête. J'ai attrapé son bras, mais il m'a repoussé comme si j'étais une étrangère. Parle-moi. Que se passe-t-il? Il a finalement croisé mon regard, et ce que j'y ai vu m'a terrifié. Rien. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de remords, juste une détermination froide. Je pars aujourd'hui, Sarah. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires sur la protection de nos familles. Si vous pensez que les enfants méritent une sécurité financière, veuillez vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre davantage de familles qui ont besoin d'entendre cela. Voyons maintenant ce qu'Emma a découvert. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Cela ne pouvait pas être réel. Hier, nous avons discuté des candidatures universitaires d'Emma pendant le dîner. Hier, il m'a embrassé sur le front et m'a dit bonne nuit. Hier, j'étais une épouse, pas ce que je devenais à cet instant. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La question m'a échappé avant que je puisse m'arrêter. Marc s'est arrêté, une chemise à moitié rentrée dans la valise. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose vaciller sur son visage. Puis c'était parti. Ce n'est pas une question de quelqu'un d'autre. C'est une question de moi qui ai besoin de respirer à nouveau. Mais je connaissais la façon dont il ne me regardait pas correctement, la façon dont son téléphone était toujours retourné depuis des mois, les réunions tardives qui s'allongeaient de plus en plus. J'avais refoulé ses soupçons si longtemps qu'ils étaient devenus un bruit de fond, mais maintenant il me hurlait dessus. Où iras-tu? Ma voix semblait petite, pathétique. Je me débrouillerai. Il a fermé la valise avec finalité. J'ai besoin que tu transfères ma moitié des économies sur mon compte personnel. C'est là que la vraie panique a commencé. L'argent, la caisse d'études d'Emma, nos comptes conjoints, tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai dévalé les escaliers, mes pieds nus claquant sur les parquets. Emma a levé les yeux de ses céréales, une préoccupation plissant son visage de 12 ans. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie. Papa part juste en voyage. Le mensonge avait un goût amer. J'ai attrapé mon ordinateur portable et me suis connecté à notre compte bancaire avec des doigts tremblants. La page s'est chargée, et j'ai regardé l'écran incrédule. Notre compte courant affichait 2 cents 47,83 $. Notre compte d'épargne affichait 0. La caisse d'études d'Emma, celle que nous alimentions depuis 12 ans, celle qui aurait dû contenir 75 000 $, affichait 0. Non. Le mot est sorti comme un murmure. Non, non, non. J'ai rafraîchi la page. Les chiffres n'ont pas changé. J'ai vérifié l'historique des transactions. Il y a 3 jours, pendant que j'étais à ma réunion de club de lecture, Marc avait tout transféré. Tout. Pas seulement sa moitié, pas seulement notre argent partagé, mais l'avenir d'Emma aussi. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine taper. J'ai appelé la banque, priant pour que ce soit une erreur. La représentante du service clientèle a confirmé ce que je savais déjà, mais ne pouvait accepter. Marc avait un accès complet à tous les comptes. Les transferts étaient légitimes. Maman. La voix d'Emma semblait venir de loin. Tu m'effraies. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Elle était toujours dans son uniforme scolaire, ses cheveux sombres tirés en queue de cheval, son sac à dos près de la porte. Elle n'avait aucune idée que son père venait de voler son avenir et de s'en aller. Le bruit des pas dans les escaliers nous a fait nous retourner toutes les deux. Marc est apparu, traînant sa valise derrière lui. Il est passé devant nous comme si nous étions des meubles, se dirigeant droit vers la porte d'entrée.
C'est tout. J'ai retrouvé ma voix, et elle était plus forte que je ne l'avais prévu. 22 ans et tu t'en vas juste comme ça. Il s'est arrêté, sa main sur le bouton de la porte. Je vous ai laissé un message vocal expliquant tout. Je ne veux pas d'un message vocal. Je veux que tu regardes ta fille et que tu expliques pourquoi tu l'abandonnes. Emma s'est levée lentement de la table du petit déjeuner. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas précipitée vers lui, ne l'a pas supplié de rester. Elle l'a juste regardé avec ses yeux intelligents qui lui ressemblaient tellement. Marc a jeté un coup d'œil à Emma pendant peut-être 3 secondes. « Tu comprendras quand tu seras plus âgé », lui a-t-il dit. Puis il m'a regardé. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. La porte s'est fermée derrière lui avec un clic silencieux qui, d'une manière ou d'une autre, a sonné plus fort que s'il l'avait claqué. Emma et moi sommes restés dans le silence soudain de notre cuisine. La cafetière gargouillait. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, un moteur de voiture a démarré et s'est éloigné. « Va-t-il revenir ?» a demandé Emma. Je voulais lui mentir pour la protéger, dire que papa avait juste besoin d'un peu de temps. Mais en regardant son visage, j'ai réalisé qu'elle connaissait déjà la réponse. Je ne pense pas, ma chérie. Elle a hoché la tête, traitant cette information comme elle traitait tout le reste dans sa vie, avec une considération attentive. A-t-il pris notre argent ? La question m'a prise au dépourvu. Comment pouvait-elle savoir qu'il fallait demander ça ? Une partie, ai-je dit avec précaution. Ma caisse d'études, aussi ? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. Emma a ramassé son bol de céréales et l'a porté à l'évier. Elle l'a rincé, séché et rangé dans l'armoire. Puis elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur son jeune visage. « Maman, ne t'inquiète pas. Je m'en suis occupé. » Les mots étaient si inattendus, si calmement prononcés que j'ai failli rire. Gérer quoi ? Elle avait 12 ans. Qu'aurait-elle bien pu gérer ? Mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Il n'y avait pas de vantardise enfantine, aucun réconfort vide, juste une confiance tranquille comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Emma a ramassé son sac à dos et s'est dirigée vers la porte. « Je vais manquer mon bus si je ne pars pas maintenant. Nous parlerons après l'école, d'accord ? » Et puis elle est partie, me laissant seule dans une maison qui soudainement semblait énorme et vide, avec des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre et un avenir que je ne pouvais pas voir. La maison semblait différente cette première semaine sans Marc. Pas seulement vide, mais comme si elle observait d'une certaine manière. Je me surprenais à pleurer à des moments aléatoires, à plier son linge abandonné, à voir encore sa tasse à café dans le lave-vaisselle, à entendre le réveil d'Emma à travers les murs chaque matin. Mais Emma, elle traversait notre monde brisé comme si rien n'avait changé. Chaque matin à 7h15, elle apparaissait dans la cuisine, entièrement habillée, sac à dos organisé, déjeuner préparé. Elle m'embrassait la joue et disait « Bonne journée, maman ». Sur le même ton joyeux qu'elle utilisait quand nous étions encore une famille complète. C'était troublant. « Tu vas bien, ma chérie ?» lui ai-je demandé un matin, en lui saisissant doucement le poignet alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle m'a regardé avec ses yeux sombres et sérieux. « Je vais bien, maman. Et toi ? » Je n'allais pas bien. J'étais en train de me désintégrer morceau par morceau, mais je ne pouvais pas le lui dire. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais. Elle m'a serré la main. Mais je vais vraiment bien. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler ma sœur Janet pour lui demander conseil. En composant le numéro, j'ai pu entendre Emma à l'étage dans sa chambre. Le son filtrait à travers les planchers, un clic rapide comme si elle tapait frénétiquement. Je suppose qu'elle bavardait avec des amis de la situation, peut-être qu'elle traitait ses sentiments en ligne comme le font les enfants maintenant. « Sarah, comment ça va ?» La voix de Janet était chaleureuse, pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas », ai-je admis, en m'affalant sur le canapé. Emma est tellement forte, mais je m'inquiète qu'elle refoule tout. Elle n'a pas pleuré une seule fois. Certains enfants traitent les choses différemment. Tu te souviens quand papa est parti ? Tu as pleuré pendant des semaines, mais je me suis mise en colère et j'ai cassé le vase préféré de maman. Les clics à l'étage se sont soudainement arrêtés, puis ont repris avec une intensité encore plus grande. Qu'est-ce que ce bruit ?
a demandé Janet. Emma est sur son ordinateur. Probablement ses devoirs ou des jeux. Mais même en disant cela, quelque chose me taraudait. Le rythme était trop constant, trop délibéré pour des jeux. Après avoir raccroché avec Janet, j'ai préparé le dîner préféré d'Emma, un grillé cheese et une soupe à la tomate. J'ai frappé à sa porte vers 18h30. Entrez, a-t-elle appelé. J'ai poussé la porte, portant son plateau repas. Emma était assise à son bureau, l'écran de son ordinateur portable dirigé loin de moi. Elle l'a fermé rapidement à mon entrée. Je t'ai apporté à manger, ma chérie. Merci, maman. Elle a pris le plateau sans me regarder. Tu peux le poser sur ma table de chevet. Alors que je posais le plateau, j'ai jeté un coup d'œil à son bureau. Des papiers éparpillés, son agenda scolaire, quelques manuels. Rien d'inhabituel, mais il y avait quelque chose de délibéré dans la façon dont elle avait disposé les choses, comme si elle les avait arrangées spécifiquement pour ma visite. Sur quoi travaillais-tu ? Ai-je demandé nonchalamment. Rapport d'histoire sur la révolution industrielle. Elle a rouvert son ordinateur portable, mais j'ai attrapé un aperçu de l'écran avant qu'elle n'ait minimisé ce qu'elle avait vu. Cela ressemblait à un programme de messagerie électronique, pas à un document scolaire. Tu as besoin d'aide. Je vais bien. Merci pour le dîner. J'ai été poliment mais fermement congédié. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je suis parti, mais le sentiment d'inquiétude persistait. Au cours des jours suivants, le schéma s'est poursuivi. Emma a maintenu sa routine parfaite tandis que je sombrais plus profondément dans la confusion et le chagrin. Je me réveillais à 3 heures du matin avec des crises de panique, vérifiant obsessionnellement nos comptes bancaires, appelant le numéro de Marc juste pour entendre son message vocal. Pendant ce temps, Emma émergeait chaque matin, semblant reposée et composée. Les frappes continuaient chaque soir. Parfois, cela se prolongeait jusqu'à minuit. Vendredi soir, je rangeais le linge propre d'Emma quand je l'ai vue. Une seule feuille de papier sur son bureau, partiellement cachée sous son manuel de sciences. Je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose dans la mise en forme a attiré mon attention. C'était un fil de discussion par email imprimé. Les noms en haut ont glacé mon sang. Marc et Rebecca. Mes mains tremblaient en tirant le papier. Les messages dataient de 3 semaines avant le départ de Marc. Ils discutaient des horaires de rencontres, des réservations d'hôtels et de quelque chose concernant la gestion de Sarah le moment venu. Je me suis assise lourdement sur le lit d'Emma, fixant les preuves dans mes mains. Ma fille de 12 ans avait accédé d'une manière ou d'une autre aux emails privés de son père. Comment était-ce même possible ? Maman. La voix d'Emma, venant du cadre de la porte, m'a fait sursauter. Elle se tenait là, tenant son assiette vide, me regardant avec ses yeux calmes et observateurs. Pas de panique, pas d'embarras d'être surprise, juste une observation silencieuse. Emma, d'où cela vient-il ? Elle a posé son assiette et a fermé la porte de sa chambre derrière elle. Papa n'est pas très bon avec les mots de passe. Comment as-tu ? J'ai commencé, puis je me suis arrêté. Depuis combien de temps sais-tu pour Rebecca ? 6 semaines. Pour l'argent ? J'ai compris ça la veille de son départ. 6 semaines. Pendant que j'avais été dans une ignorance béate, mon enfant vivait avec cette connaissance, je me sentais malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Emma s'est assise à côté de moi sur le lit, ressemblant soudainement plus à la fille de 12 ans qu'elle était en réalité. Je voulais être sûr, et je voulais comprendre quoi faire à ce sujet. Ma chérie, ce n'est pas ta responsabilité. Si, c'est le cas. Sa voix était ferme. Il a volé ma caisse d'études. Il nous a menti à toutes les deux. Quelqu'un devait faire quelque chose. J'ai regardé autour de sa chambre avec de nouveaux yeux. Tout semblait différent maintenant. Son bureau organisé, sa routine attentive, son calme surnaturel. Que sais-tu d'autre ? Emma s'est levée et a tiré un cahier à spirale de sous son matelas. Elle me l'a tendu sans hésitation. Les pages étaient remplies de notes manuscrites, de captures d'écran imprimées, de diagrammes que je ne pouvais pas comprendre, et de listes de chiffres qui pouvaient être des numéros de téléphone ou des informations de compte. Emma, qu'est-ce que c'est que toutes ces recherches ? Elle s'est rassise à côté de moi. Papa pense qu'il est intelligent, mais il est négligent. Il utilise le même mot de passe pour tout.
Il n'efface pas son historique de navigation. Il ne se déconnecte même pas de ses comptes quand il a fini. J'ai feuilleté page après page de documentation méticuleuse, d'enregistrements financiers, de captures d'écran de messages textes, ce qui ressemblait à des itinéraires de voyage. Ma fille menait une surveillance sur son propre père. J'ai lutté pour trouver les mots. C'est incroyable et terrifiant. J'ai appris la plupart de cela grâce à des tutoriels YouTube. La sécurité informatique est vraiment intéressante une fois que l'on comprend les bases. Emma, ce genre de choses, pirater les comptes de quelqu'un, ce n'est pas légal. Elle m'a regardé avec une expression bien trop mature pour son âge. Ni voler 75 000 $ sur la caisse d'études de ta fille. La façon factuelle dont elle a dit cela m'a donné des frissons. Ce n'était plus ma petite fille. C'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Quelqu'un de calculateur, de concentré et complètement sans peur. Qu'est-ce que tu comptes faire de toutes ces informations? Emma a repris le cahier et l'a fermé soigneusement. Je travaille encore sur cette partie. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Il y avait cette phrase à nouveau. Les mêmes mots qu'elle avait dit ce matin-là quand son père avait quitté nos vies. Mais maintenant, il portait un poids qui me faisait réaliser que je ne connaissais peut-être pas du tout ma propre fille. Montre-moi tout, ai-je dit, ma voix à peine stable. Emma a hésité pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Maman, certaines choses sont assez graves. Montre-moi. Elle a ouvert son ordinateur portable et a ouvert un dossier intitulé « Projet de foire scientifique ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de sous-dossiers avec des noms comme « Enregistrements financiers »,« Journaux de communication » et « Preuves d'usurpation d'identité ». Mon estomac s'est serré. Ça a commencé avec le deuxième téléphone de papa, a dit Emma, en cliquant sur un dossier. Il pensait l'avoir caché dans son placard, mais je l'ai vu vérifier une nuit alors qu'il pensait que je dormais. L'écran s'est rempli de photographies qu'Emma avait prises à travers la porte de la chambre de Marc. Flou, mais suffisamment clair pour le montrer tapant sur un appareil que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai attendu qu'il le laisse charger dans son bureau un jour. Je n'ai eu que 10 minutes, mais je suis allé dans ses messages. Les doigts d'Emma bougeaient sur le clavier avec une dextérité étudiée. C'est comme ça que j'ai trouvé Rebecca. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte, remplie de captures d'écran de conversation par SMS. Les mots de mon mari à une autre femme, parlant de moi comme d'un obstacle à éliminer. Planifiant leur avenir ensemble, discutant de la manière de gérer la situation de Sarah sans perdre trop d'argent dans un divorce. J'ai eu l'impression que j'allais vomir, mais, ça empire. Maman, a cliqué Emma sur un autre dossier. Rebecca Sterling travaille au cabinet comptable de papa. Elle gère les investissements des clients et les comptes de fiducie. Tu as découvert où elle travaille? J'ai découvert tout sur elle. Adresse, famille, historique professionnel, score de crédit, même son mot de passe Netflix. La voix d'Emma était factuelle, comme si elle discutait d'une tâche scolaire. Elle vole de l'argent à ses clients depuis 2 ans. Les preuves étaient accablantes. Des enregistrements de virements bancaires montrant de l'argent circulant de comptes clients vers des comptes personnels. De fausses factures pour des services jamais fournis. Des relevés d'investissement qui ne correspondaient pas au solde réel des comptes. Emma avait accédé d'une manière ou d'une autre à l'ordinateur de travail de Rebecca et tout documenté. Emma, c'est. Comment êtes-vous entré dans leur système? Rebecca utilise le même mot de passe pour tout. Sterling 2011. C'est son nom de famille et l'année de sa remise de diplôme universitaire. J'ai trouvé ces informations sur son profil LinkedIn. Emma a haussé les épaules comme si c'était évident. Les gens sont vraiment prévisibles avec les mots de passe. J'ai fixé ma fille, cette étrangère assise à côté de moi. Mais comment avez-vous appris à faire tout ça? YouTube surtout et quelques forums de programmation informatique. Il y a beaucoup d'informations disponibles si l'on sait où chercher. Elle a cliqué sur un autre dossier encore, et mon monde a basculé à nouveau. Des relevés bancaires avec mon nom dessus, mais des comptes que je n'avais jamais ouverts. Des demandes de crédit déposées sous le numéro de sécurité sociale d'Emma. Des documents de prêt signés avec des signatures falsifiées. Maman, papa n'a pas juste pris notre argent. Il a utilisé nos identités pour obtenir des prêts. Les 75 000 $ de ma caisse d'études.
C'était juste la compte pour un prêt de 200 000 $ qu'il a contracté en mon nom. Quoi? Le mot est sorti comme un murmure. Rebecca et lui achètent une maison ensemble en Floride. Ils ont utilisé mon historique de crédit et vos informations d'emploi pour obtenir le prêt hypothécaire. La mâchoire d'Emma s'est serrée. Ils allaient disparaître et nous laisser avec la dette. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Usurpation d'identité. Fraude. Mon mari ne nous avait pas seulement abandonnés. Il avait systématiquement détruit notre avenir financier pour se construire une nouvelle vie avec sa maîtresse. Mais voilà le truc, a continué Emma, et j'ai entendu quelque chose de nouveau dans sa voix. Quelque chose de froid et satisfait. Je les ai attrapés avant qu'ils ne puissent finaliser l'achat. Elle a ouvert un autre dossier intitulé « Contre-mesure ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents officiels, des rapports de fraude déposés auprès des agences de crédit, des plaintes soumises aux autorités bancaires, des conseils anonymes envoyés à l'employeur de Rebecca. Je travaille sur ça depuis 3 semaines, a expliqué Emma. J'ai tout documenté d'abord, puis j'ai commencé à démanteler leur plan pièce par pièce. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Rebecca a été suspendue de son travail hier. Son patron a reçu un email anonyme avec toutes les preuves de son détournement de fonds. Ses clients retirent leur compte. Le Conseil d'État lance une enquête. Ma bouche s'est ouverte. Vous avez fait ça? Elle a volé l'argent de personnes âgées qui économisaient pour la retraite. Maman, elle le méritait. La voix d'Emma était ferme, juste. Et ce n'est que le début. Elle m'a montré d'autres dossiers. Les agences de crédit avaient gelé les comptes frauduleux ouverts en nos noms. La demande de prêt hypothécaire pour la maison de Floride avait été signalée et refusée. Le propriétaire de Rebecca avait reçu un tuyau sur une activité illégale dans son appartement et avait entamé une procédure d'expulsion. Mais le meilleur, a dit Emma, en cliquant sur un dernier dossier, c'est ce que j'ai envoyé à son père. Son père, le docteur Robert Sterling. C'est un chirurgien éminent qui est très préoccupé par la réputation de sa famille. Il a reçu une lettre très détaillée sur les activités criminelles de sa fille, accompagnée de copies de toutes les preuves. Je me sentais étourdi. Emma, qu'as-tu fait? Je nous ai protégés. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé directement. Papa pensait qu'il pouvait nous voler et s'en sortir indemne. Il pensait que nous serions trop brisés et stupides pour nous défendre. Il avait tort. Mais ma chérie, ce genre de choses, s'attaquer à des gens comme ça, c'est dangereux. Plus dangereux que de les laisser détruire nos vies. Emma s'est levée et s'est dirigée vers sa fenêtre, regardant le ciel qui s'assombrissait. Maman, ils n'ont pas juste pris notre argent. Ils ont pris mon avenir. Ils ont pris ta sécurité. Ils ont pris tout ce pour quoi nous avons travaillé et l'ont donné à eux-mêmes. J'ai regardé ma fille de 12 ans. Sa petite silhouette se découpant sur la fenêtre, et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Pendant que j'avais pleuré et appelé le message vocal de Marc, le suppliant de rentrer, Emma s'était battue pour nous. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Emma s'est retournée vers moi, et dans la faible lumière de sa chambre, elle avait l'air plus âgée que ses années. Maintenant, nous attendons. Le monde de Rebecca s'effondre, et elle ne sait même pas encore pourquoi. Quand papa réalisera ce qui se passe, il paniquera. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Comment peux-tu être si calme à propos de tout ça? Parce que ce n'est pas à moi d'avoir peur maintenant, a-t-elle dit simplement. C'est à eux. Cette nuit-là, je suis resté éveillé en pensant à l'enfant qui dormait dans le couloir. Elle nous avait sauvés, mais à quel prix? Quelle sorte de personne ma fille était-elle devenue dans ce processus? Et plus effrayant encore, de quoi d'autre était-elle capable? Vers minuit, j'ai entendu à nouveau le doux clic des touches de l'ordinateur, constant et déterminé. Emma travaillait toujours, planifiait toujours, nous protégeait toujours d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre. J'aurais dû être reconnaissante. Au lieu de cela, j'ai eu peur. Le téléphone a sonné exactement à 2h15 un mardi après-midi. J'étais dans la cuisine à laver la vaisselle du déjeuner quand le nom de Marc est apparu à l'écran. Mes mains étaient encore savonneuses quand j'ai attrapé le téléphone en tâtonnant, mon cœur battant pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer. Allô? Ma voix est sortie plus petite que je ne l'avais voulu. Sarah?
La voix de Marc était différente, tendue, presque désespérée. Nous devons parler. Quelque chose de très étrange se passe. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, jetant un coup d'œil vers le salon où Emma était censée faire ses devoirs. Quel genre de choses étranges? Ma banque m'a appelé ce matin. Tous mes comptes ont été signalés pour activité suspecte. Ils ont tout gelé en attendant une sorte d'examen fédéral. Ces mots sortaient précipités, paniqués, et « Sarah, Rebecca. Sarah, Rebecca a perdu son emploi hier. La sécurité l'a escortée hors du bâtiment. Emma est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, toujours dans son uniforme scolaire. Elle s'est calmement dirigée vers le comptoir et s'est versé un verre d'eau, mais j'ai remarqué qu'elle écoutait attentivement. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec moi, ai-je dit à Marc. C'est trop une coïncidence. D'abord, Rebecca est virée pour une fausse accusation de détournement de fonds. Maintenant, mes finances font l'objet d'une enquête. Quelqu'un nous cible, Sarah. Quelqu'un avec de sérieuses compétences techniques. Emma a posé son verre et s'est dirigée vers la table de la cuisine, ouvrant son ordinateur portable avec une aisance étudiée. Elle a tapé quelque chose rapidement, et j'ai vu son écran s'allumer avec ce qui ressemblait à plusieurs fenêtres et flux de données. Qui ferait une chose pareille? Ai-je demandé, bien que mon estomac se retournait déjà de suspicion. C'est ce que j'essaie de comprendre. Rebecca pense que c'est peut-être quelqu'un de son bureau. Peut-être un collègue. Elle a rejeté où? Marc s'est arrêté de parler soudainement. Qu'est-ce que ce bruit? J'ai regardé Emma. Elle avait cliqué sur quelque chose sur son ordinateur portable et un doux carillon avait résonné à travers la connexion téléphonique. Quel bruit? Ai-je demandé. Il y a eu un bip comme si quelqu'un venait d'accéder à mon email. La voix de Marc est passée à une alarme pure. Sarah, quelqu'un est dans mon ordinateur en ce moment. Je vois mon email s'ouvrir et se fermer en temps réel. Quelqu'un lit mes messages pendant que nous parlons. Les doigts d'Emma bougeaient sur son clavier avec la précision fluide d'une pianiste de concert. Son écran montrait ce qui semblait être des interfaces de mail, des documents financiers et des données en streaming. Elle était dans son système, regardant tout ce qu'il faisait, lisant tout ce à quoi il accédait. Marc, tu devrais raccrocher et appeler ta banque. Non, attends. Je dois te demander quelque chose directement. Sa voix est devenue suspicieuse. Sarah, as-tu engagé quelqu'un? Un détective privé ou un expert en informatique? Parce que si c'est le cas, tu dois les arrêter tout de suite. Ce qu'ils font est illégal. Emma a levé les yeux de son ordinateur portable et a croisé mon regard. Elle m'a fait un très léger signe de tête, puis est retournée à son écran. Je n'ai engagé personne, ai-je dit honnêtement. Alors qui? La voix de Marc s'est coupée, remplacée par des sons de frappe frénétique de son côté. Quelqu'un vient d'envoyer un email de mon compte à mon patron. Sarah, il m'usurpe d'identité en ce moment même. Qu'est-ce que l'email disait? Je ne peux pas. Je ne sais pas. Tout se passe trop vite. Sa respiration est devenue audible par le téléphone. Ils sont sur mes comptes de médias sociaux maintenant. Ils publient des choses, des documents financiers, des messages privés entre moi et Rebecca. Emma a minimisé une fenêtre et en a ouvert une autre. J'ai aperçu ce qui ressemblait à des profils de médias sociaux et des téléchargements de documents avant qu'elle n'éloigne l'écran de moi. Marc, tu dois contacter la police si quelqu'un pirate tes comptes. Tu crois que je n'ai pas essayé? La police a dit que si les informations publiées sont vraies, alors ce n'est pas du harcèlement, c'est de la dénonciation. Mais comment quelqu'un aurait-il accès à de vrais documents financiers à moins qu'il ne soit? Il s'est arrêté. À moins qu'il ne soit dans mes comptes réels. La réalisation le frappait. Quelqu'un ne publiait pas de fausses informations à son sujet. Quelqu'un publiait de vraies preuves de ses crimes. Sarah, je dois que tu comprennes quelque chose. L'argent que j'ai pris, j'avais l'intention de le rembourser. Rebecca et moi allions faire en sorte que cela fonctionne et ensuite je remplacerai tranquillement tout. Personne n'était censé être blessé, mais... Vous l'avez pris temporairement. Comme un prêt. Rebecca avait cette opportunité d'investissement qui était garantie de doubler notre argent en 6 mois. Sa voix devenait de plus en plus désespérée à chaque mot. Nous allions vous surprendre, Emma et moi,
avec encore plus d'argent que ce qu'il y avait à l'origine. Emma a de nouveau levé les yeux de son ordinateur portable, et j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas de blessure, mais un calcul froid. Elle écoutait son père raconter des mensonges sur le vol à sa propre famille, et elle prenait des notes. Marc, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les prêts. On ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un d'autre sans sa permission et appeler ça un prêt. Tu ne comprends pas la pression à laquelle j'étais soumis. Le père de Rebecca menaçait de la couper financièrement s'il ne prouvait pas qu'elle pouvait subvenir à ses besoins. Elle avait besoin de cet argent pour acheter la maison, pour lui montrer qu'elle était sérieuse dans la construction d'un avenir. Alors, tu as volé la caisse d'études de notre fille pour impressionner la petite amie de ta petite amie? Ce n'était pas du vol. La voix de Marc s'est brisée. C'était un investissement dans l'avenir de nous tous. La famille de Rebecca a des connexions. Une fois que son père a accepté ses choix, il allait m'aider à démarrer ma propre entreprise. Nous aurions été riches. Sarah, assez riche pour payer les études d'Emma 10 fois plus. Emma a fermé son ordinateur portable avec un claquement silencieux et s'est levée. Elle s'est dirigée vers moi où j'étais debout et a doucement pris le téléphone de ma main. « Salut, papa. » Sa voix était parfaitement calme. « Emma, ma chérie, Dieu merci. »« Emma, quelqu'un me fait des choses terribles à moi et à Rebecca. Ils nous font passer pour des criminels. Tu dois dire à ta mère que je ne te volerai jamais. » « Jamais. »« Mais tu m'as volé. » Le ton d'Emma est resté conversationnel, comme si elle discutait de la météo. « Tu as pris 75 000 $ sur mon compte d'études et tu l'as utilisé comme garantie pour une demande de prêt hypothécaire en Floride. » Le silence de Marc s'est étiré pendant près de 10 secondes. « Emma, qui t'a dit ça? » Personne ne me l'a dit. Je l'ai découvert moi-même. Ainsi que des copies des documents de prêt falsifiés où vous avez utilisé mon numéro de sécurité sociale pour obtenir un crédit supplémentaire. C'est impossible. Tu as 12 ans. Tu ne peux pas comprendre. Je comprends que tu aies commis une usurpation d'identité. Je comprends que Rebecca ait détourné de l'argent de ses clients. Je comprends que vous ayez tous les deux prévu de disparaître en Floride et de nous laisser responsables de la dette que vous avez créée. Emma, écoute-moi très attentivement. Les adultes prennent parfois des décisions financières compliquées que les enfants ne peuvent pas saisir pleinement. Ce qui te semble mal pourrait en fait être. J'ai des copies de tout, papa. Tous les emails entre toi et Rebecca. Tous les documents falsifiés. Toutes les transactions illégales. Je te regarde depuis des semaines. La respiration de Marc est devenue laborieuse. Tu me regardes. Emma, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je connais le deuxième téléphone que tu pensais si bien cacher. Je connais les faux comptes d'investissement que Rebecca a créés pour cacher l'argent qu'elle a volé. Je sais pour la maison que tu as essayé d'acheter en utilisant mon identité. La voix d'Emma n'a jamais faibli. Et je sais qu'une fois que l'argent a disparu et que Rebecca a été virée, elle a arrêté de répondre à tes appels. Comment pouvais-tu savoir que Rebecca ne répondait pas à mes appels? Parce que je surveille toutes tes communications. Je vous ai regardé tous les deux vous détruire pièce par pièce. Emma s'est assise à la table de la cuisine, tenant toujours le téléphone avec un calme total. Rebecca a bloqué ton numéro hier après que son père l'ait coupé financièrement. Elle a déjà recommencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Le son qui est sorti du téléphone était quelque part entre un sanglot et un cri. Emma, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ton père. Je t'aime. J'aime ta mère. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Tu nous as choisis toi et moi plutôt qu'elle, papa. Tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. Tu as choisi de voler mon avenir pour payer ta nouvelle vie. La voix d'Emma est restée ferme, factuelle. Les actions ont des conséquences. Tu m'as appris ça quand tu es parti de notre maison avec ta valise. Suis-je? Je te supplie. Quoi que tu aies fait, quoi que tu saches, s'il te plaît, arrête. Je n'ai plus rien. Je vis dans ma voiture parce que je ne peux pas passer une vérification de crédit pour louer un appartement. Je ne peux pas trouver de travail car chaque vérification d'antécédents révèle des indicateurs de fraude financière. S'il te plaît. Emma m'a regardé en prononçant ces derniers mots à son père.
Tu m'as appris quelque chose d'important, papa. Tu m'as appris que les gens qui sont censés te protéger parfois ne le font pas. Alors, tu dois te protéger. Et avec cela, elle a raccroché le téléphone. Le silence qui a suivi était assourdissant. Emma a posé le téléphone sur le comptoir et m'a regardé avec ses yeux calmes et sérieux. Il n'appellera plus, a-t-elle dit de manière factuelle. Comment sais-tu? Parce qu'il sait maintenant que je le regarde. Et il sait que je verrai chacun de ses mouvements à venir. Elle a ramassé son ordinateur portable et s'est dirigée vers sa chambre. J'ai des devoirs à terminer. Je suis resté seul dans ma cuisine, comprenant enfin que ma fille de 12 ans avait systématiquement démantelé la vie d'un homme adulte et qu'il méritait chaque seconde de cela. Je suis resté dans ma cuisine longtemps après qu'Emma ait disparu dans sa chambre, fixant le téléphone dans mes mains. Ma fille venait de détruire son père avec la même précision calme que la plupart des enfants utilisaient pour terminer leurs devoirs. Le silence semblait lourd, presque étouffant. Une partie de moi voulait se sentir coupable. Une partie de moi voulait entrer dans la chambre d'Emma et exiger qu'elle annule toute guerre numérique qu'elle avait déclenchée. Mais une plus grande partie de moi, une partie que je n'étais pas sûr de reconnaître, ressentait une fierté féroce. Ma fille de 12 ans nous avait protégés quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. Le lendemain matin, Emma est apparue au petit déjeuner, exactement comme n'importe quel autre collégien se préparant pour sa journée. Elle a mangé ses céréales, vérifié son sac à dos, et m'a embrassé sur la joue pour me dire au revoir, comme si elle n'avait pas passé la soirée précédente à détruire systématiquement la vie de 2 adultes. Emma, attends. Je lui ai gentiment attrapé le bras alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Tu vas bien? Elle a incliné la tête, considérant la question avec cette expression sérieuse que j'avais appris à connaître si bien. Je vais bien, maman. Pourquoi ne le ferais-je pas? À cause de ce qui s'est passé hier avec ton père? Qu'est-ce qu'il y a? Son absence totale de réaction émotionnelle m'a déconcerté. Chérie, tu viens d'avoir une conversation très intense avec papa. Il est normal de se sentir contrarié ou confus ou. Je ne suis pas contrarié. Emma a ajusté les bretelles de son sac à dos. Je suis soulagé maintenant. Il sait que je sais ce qu'il a fait et il sait qu'il y aura des conséquences pour avoir volé à sa famille. Mais ne le regrettes-tu pas? Même un peu? Emma s'est arrêtée à la porte d'entrée, sa main sur le bouton de la porte. Je regrette le papa que je pensais qu'il était. Mais cette personne n'a jamais été réelle, n'est-ce pas? C'était juste un personnage que papa jouait quand c'était pratique. La façon factuelle dont elle analysait ses propres sentiments m'a terrifié. Où était la colère, la douleur, l'espoir désespéré qu'une fois peut-être papa s'excuserait et rentrerait? Emma, je pense qu'il serait bon pour toi de parler à quelqu'un, un conseiller qui peut t'aider à surmonter ces grandes émotions. Je n'ai pas de grandes émotions, maman. J'ai des émotions appropriées. Elle a ouvert la porte. Mais si ça te fait plaisir, ça ne me dérange pas de parler à quelqu'un. Après qu'Emma soit partie pour l'école, j'ai appelé le cabinet de notre pédiatre. Le docteur Martinez a recommandé une psychologue pour enfants nommée docteur Patricia Reeves, qui était spécialisée dans les traumatismes familiaux et les enfants surdoués. Les enfants surdoués traitent souvent les situations difficiles différemment de leur père, a expliqué le docteur Martinez. Ils peuvent intellectualiser les émotions plutôt que de les ressentir de manière traditionnelle. Le docteur Reeves a pu voir Emma la semaine suivante, mais en attendant, je me suis retrouvé à étudier ma fille comme si elle était un puzzle que je devais résoudre. Elle a maintenu sa routine normale, école, devoirs, aide à la préparation du dîner, mais il y avait des changements subtils que je n'avais pas remarqués auparavant. Elle avait pris le contrôle complet des finances de notre foyer, créant des feuilles de calcul détaillées qui suivaient notre revenu réduit et projetaient nos dépenses pour l'année à venir. Elle avait recherché des services d'aide juridique et compilé un dossier d'information sur les procédures de divorce et la récupération d'actifs. « Maman, tu dois divorcer immédiatement », m'a-t-elle dit un soir alors que je payais les factures à la table de la cuisine. Chaque jour que tu attends donne plus de temps à papa pour cacher des actifs ou créer une dette supplémentaire en ton nom. Emma, ce sont des soucis d'adultes. Tu n'as pas à t'en soucier. Quelqu'un doit s'en soucier. Elle s'est assise en face de moi. Tu es déprimé, ce qui est compréhensible, mais pas productif en ce moment. Je ne suis pas déprimé, donc je peux penser clairement à ce qui doit se passer ensuite. Son évaluation clinique de mon état mental m'a piqué parce qu'elle était complètement exacte.
J'avais sombré, espérant que ce cauchemar se résoudrait d'une manière ou d'une autre. Emma était la seule à prendre des mesures concrètes pour sécuriser notre avenir. Le bureau du docteur Reeves était décoré de bleus et de verts apaisants, avec des œuvres d'art d'enfants couvrant un mur. Je m'attendais à ce qu'Emma soit nerveuse pour sa première séance de thérapie, mais elle est entrée comme si elle assistait à une réunion d'affaires. « Emma, je suis le docteur Reeves. Votre mère pensait qu'il pourrait être utile pour nous de discuter de certains des changements qui se produisent dans votre famille. » C'est très bien. Je comprends que c'est probablement obligatoire après ce que j'ai fait à mon père. Le docteur Reeves a cligné des yeux, clairement pas attendu une telle franchise d'une enfant de 12 ans. Pouvez-vous m'en parler? Pendant les 45 prochaines minutes, Emma a calmement expliqué toute la situation. Elle a décrit la découverte de la liaison de Mark, la documentation de ses crimes financiers, et le démantèlement systématique de la vie de lui et de Rebecca. Elle parlait sans émotion visible, présentant les faits comme si elle donnait une présentation scolaire. « Comment vous êtes-vous senti ?» a demandé le docteur Reeves. « Satisfaite » a répondu Emma immédiatement. « Il m'a volé, alors j'ai veillé à ce qu'il y ait des conséquences. C'était comme la justice. Vous sentez-vous jamais triste que votre père soit parti? Je suis triste qu'il ait choisi de devenir le genre de personne qui vole son propre enfant. Mais je ne suis pas triste qu'il affronte les résultats de ce choix. » Quand la séance s'est terminée, le docteur Reeves a demandé à me parler en privé pendant qu'Emma attendait dans le hall. « Madame Patterson, votre fille est remarquable », a commencé prudemment le docteur Reeves. Ses capacités cognitives sont exceptionnelles et sa résilience émotionnelle est extraordinaire. Mais est-ce sain? Devrait-elle pouvoir faire ce qu'elle a fait sans se sentir coupable ou traumatisée? Les réactions au traumatisme varient considérablement, surtout chez les enfants très intelligents. Emma a vécu une trahison et un abandon important, mais elle les a traités d'une manière remarquablement fonctionnelle. Le docteur Reeves s'est penché en avant. Certains enfants s'effondrent face à ce niveau de dysfonctionnement familial. D'autres, en particulier ceux qui ont de fortes compétences analytiques, réagissent en prenant le contrôle de leur environnement. Alors, elle va bien. Elle va plus que bien. Elle s'est adaptée. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec la personne qu'elle devient. Ce soir-là, j'ai trouvé Emma dans sa chambre en train de travailler sur son ordinateur portable à nouveau. Mais quand j'ai regardé par-dessus son épaule, ce n'était pas un logiciel de surveillance ou des outils de piratage sur son écran. C'était un document Word intitulé « Sécurité numérique pour les familles, signaux d'alerte et stratégies de protection ». Qu'est-ce que c'est, ma chérie? J'écris un guide pour d'autres enfants dont les parents pourraient voler, et pour les adultes qui ne savent pas comment repérer la fraude financière. Elle a fait défiler pour me montrer des sections détaillées sur la sécurité des mots de passe, la reconnaissance des documents falsifiés et la protection des informations personnelles. Le document était sophistiqué, clairement écrit et incroyablement complet. Ma fille de 13 ans transformait son expérience traumatisante en contenu éducatif qui pourrait aider d'autres familles. Emma, c'est incroyable. Où avez-vous appris à écrire comme ça? J'ai fait des recherches sur la fraude financière familiale pendant des semaines. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est courant. Elle a enregistré le document. Madame Henderson à l'école m'a demandé de présenter cela à la PTA le mois prochain. Apparemment, 3 autres familles de notre district ont découvert des problèmes similaires avec de l'argent manquant et de l'usurpation d'identité. J'ai fixé l'écran, lisant ses conseils clairs et pratiques. Elle ne se contentait pas de survivre à ce que Mark nous avait fait. Elle le transformait en quelque chose qui pourrait protéger les autres. Comment vous sentez-vous à l'idée de présenter cela à des adultes? Nerveuse, mais excitée. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point il est facile de se protéger si l'on sait quoi chercher. Elle a fermé son ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. Maman, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. As-tu honte de ce que j'ai fait à papa? La question m'a complètement prise au dépourvu. Honte? Amy, tu nous as sauvés. Tu as protégé notre famille quand je ne pouvais pas. Mais tu me regardes différemment ces derniers temps, comme si tu t'inquiétais pour moi. Je me suis assise sur son lit, choisissant soigneusement mes mots. Je ne m'inquiète pas de ce que tu as fait, ma chérie. Je m'inquiète de ce que cela t'a coûté. Ce que tu as accompli est incroyable, mais cela a nécessité que tu deviennes quelqu'un de plus dur que ce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à être.
Pensez-vous que je suis endommagé? Non. La réponse est venue immédiatement et avec une certitude absolue. Je pense que tu es plus forte que je ne l'imaginais jamais possible. Mais je pense aussi que cette force a eu un prix, et je veux m'assurer que tu es d'accord avec la personne que tu deviens. Emma s'est appuyée contre moi, et pendant un moment, elle ressemblait à ma petite fille à nouveau plutôt qu'à la personne formidable qu'elle était devenue. Je ne me sens pas endommagé, maman. Je me sens comme si j'avais enfin compris comment le monde fonctionne vraiment. Et comprendre quelque chose signifie que tu peux te protéger contre cela. Et pour protéger les autres? C'est pourquoi j'écris le guide. Si je peux aider d'autres familles à éviter ce que nous avons vécu, alors peut-être que quelque chose de bien est sorti des choix de papa. Cette nuit-là, en bordant Emma, elle a posé une dernière question qui m'a brisé le cœur et m'a rempli de fierté simultanément. Penses-tu que papa nous a jamais vraiment aimés? Je pense qu'il aimait l'idée de nous. Mais quand nous aimer est devenu gênant, il s'est choisi lui-même à la place. C'est ce que je pensais aussi. Elle a serré plus fort son éléphant en peluche. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. J'ai éteint sa lumière et je suis resté dans le couloir, traitant tout ce que le docteur Reeves avait dit. Peut-être qu'Emma n'était pas brisée. Peut-être qu'elle était exactement ce qu'il fallait qu'elle soit pour prospérer dans un monde où les gens en qui vous avez confiance peuvent vous trahir complètement. Peut-être que je n'élevais pas un enfant endommagé. Peut-être que j'élevais une jeune femme extraordinaire qui utiliserait sa force pour protéger les autres comme elle nous avait protégés. 6 mois plus tard, je empilais des livres dans la section jeunesse de la bibliothèque communautaire de Milberg quand mon superviseur s'est approché avec une expression nerveuse. Sarah, il y a une journaliste ici qui pose des questions sur ta fille, a murmuré Linda, jetant un coup d'œil vers le comptoir où une femme en costume repassé attendait avec un bloc-notes. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre de journaliste? Elle dit qu'elle enquête sur l'affaire de détournement de fonds de Rebecca Sterling. Apparemment, quelqu'un l'a informé que le lanceur d'alerte anonyme pourrait être lié à notre région. J'ai marché jusqu'au comptoir sur des jambes instables. La journaliste a souri professionnellement et m'a tendu la main. Madame Patterson, je suis Jennifer Walsh de Channel 7 News. Je fais un reportage de suivi sur le scandale de fraude financière Sterling. J'ai compris que votre ex-mari était impliqué. Je ne peux pas commenter cela, ai-je dit rapidement. L'histoire avait acquis une attention nationale. Rebecca Sterling fait face à des accusations fédérales et plusieurs autres victimes se sont manifestées. Quelqu'un a été incroyablement méticuleux dans la documentation des crimes. Nous aimerions remercier quiconque a fourni les preuves. Après son départ, j'ai conduit jusqu'à notre petit appartement de l'autre côté de la ville, mes mains tremblant sur le volant. Emma était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs quand je suis entré. Il y avait une journaliste à la bibliothèque aujourd'hui qui posait des questions sur l'affaire Rebecca Sterling, ai-je dit avec précaution. Emma n'a pas levé les yeux de sa feuille d'exercice de mathématiques. Ils ne me relieront jamais à ça. J'ai utilisé cette serveur proxy différent et des paiements en crypto-monnaie pour tous les comptes anonymes. Emma, ça va, maman. Elle a terminé un problème et est passée au suivant. J'ai surveillé la couverture médiatique. 12 autres familles ont contacté les autorités concernant les stratagèmes d'investissement frauduleux de Rebecca. La manière décontractée dont elle discutait de son impact national sur les enquêtes sur la criminalité financière me prenait toujours au dépourvu. Ma fille avait déclenché une enquête fédérale qui protégeait maintenant des dizaines de familles, et elle en parlait comme d'un projet scientifique réussi. 3 semaines plus tard, Emma a reçu un email qui a tout changé. Une entreprise technologique appelée Secure Family avait d'une manière ou d'une autre identifié sa véritable identité et voulait lui offrir un poste dans leur programme de développement jeunesse. Il m'offre une bourse complète pour n'importe quelle université que je veux, plus un emploi garanti après l'obtention du diplôme, a expliqué Emma, me montrant la lettre officielle sur son ordinateur portable. Le salaire de départ serait de 120 000 $ par an. J'ai fixé les chiffres sur l'écran. Emma, c'est incroyable. Cela pourrait te mettre à l'abri pour la vie. Je sais. Elle a fermé l'ordinateur portable sans hésitation. Je le refuse. Quoi? Pourquoi? Parce qu'ils veulent posséder ce que je crée. Ils veulent que je construise des logiciels de sécurité qui font gagner de l'argent grâce à la peur des gens au lieu de les protéger réellement. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre de notre petit salon. D'ailleurs, j'ai déjà un emploi.
Qu'est-ce que tu veux dire? Emma a sorti une carte de visite de son sac à dos. Elle semblait conçue professionnellement. Patterson, consultant en protection financière familiale. J'aide les familles à sécuriser leurs finances et à se remettre de la fraude depuis le mois dernier. J'ai maintenant 6 clients réguliers et ils me paient $75 de l'heure pour les consultations. J'ai pris la carte, étudiant le design net et les informations de contact professionnel. Emma, tu as 13 ans. Comment diriges-tu une entreprise de conseil? L'âge n'a pas d'importance quand on travaille en ligne. Mes clients pensent que je suis une experte en cybersécurité adulte avec une spécialité en protection familiale. Elle a ouvert une feuille de calcul sur son ordinateur portable montrant ses revenus. J'ai déjà gagné assez pour remplacer la plupart de ma caisse d'études. Les chiffres étaient stupéfiants. En un seul mois, ma fille adolescente avait gagné plus que ce que je gagnais en 3 mois à la bibliothèque. Quel genre de service proposez-vous? J'aide les familles à identifier les signaux d'alerte financiers, à sécuriser leurs comptes numériques et à récupérer l'argent volé. La semaine dernière, j'ai aidé une famille de l'Ohio à récupérer $30 000 que leur fils avait volé sur le compte de retraite de sa grand-mère. Est-ce légal? Tout ce que je fais est entièrement légal. J'enseigne aux gens comment se protéger et je les aide à déposer les rapports appropriés auprès des autorités lorsque des crimes ont été commis. Emma a minimisé la feuille de calcul. Je vais également parler lors d'une conférence sur la cybersécurité le mois prochain. En tant que Patterson, spécialiste de la protection familiale, je participerai par conférence vidéo cryptée, donc mon âge ne sera pas un problème. Ce soir-là, je me suis retrouvé à lire l'affaire Rebecca Sterling en ligne. L'histoire était effectivement devenue virale, partagée sur plusieurs plateformes de médias sociaux et couverte par les grands médias nationaux. Les commentaires allaient de l'indignation face à la fraude aux éloges pour le héros anonyme qui avait exposé le stratagème. Un fil de discussion a attiré mon attention. Des dizaines de personnes partageant leurs propres expériences de trahison financière familiale. Des parents volant à leurs enfants, des époux, cachant des actifs, des proches exploitant des membres âgés de la famille. Les actions d'Emma avaient ouvert un flot d'histoires similaires. Personne ne soupçonnait que le lanceur d'alerte était une fille de 12 ans. 2 mois après notre nouvelle vie, Emma m'a posé une question qui m'a arrêté net. Maman, penses-tu que papa regrette vraiment ce qu'il a fait? Nous faisions la vaisselle ensemble après le dîner, et j'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais. C'était la première fois qu'elle mentionnait Marc depuis des semaines. Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi poses-tu cette question? J'ai surveillé ses comptes de médias sociaux. Il publie sur le fait de recommencer et de faire de meilleurs choix, mais il ne nous mentionne jamais. Elle a séché un verre avec une précision attentive. Je me demandais s'il réalisait ce qu'il avait perdu. Qu'en penses-tu? Emma a réfléchi un long moment. Je pense que le regret est juste de se plaindre de soi-même quand on fait face aux conséquences. Ce n'est pas la même chose que de comprendre pourquoi ce qu'on a fait était mal. Veux-tu qu'il le regrette? Non. Je veux qu'il le comprenne, mais je ne pense pas qu'il soit capable de ce niveau de conscience de soi. Elle a plié le torchon proprement et l'a accroché à son crochet. La conversation était clairement terminée pour elle. Classée comme tout le reste lié à son père. Le printemps est arrivé avec une chaleur qui ressemblait à de l'espoir. L'entreprise de conseil d'Emma a continué de croître, et elle avait commencé à créer des ressources éducatives gratuites pour aider les familles à se protéger de la fraude financière. Elle a développé des listes de contrôle de sécurité, des guides de signaux d'alerte et des instructions étape par étape pour signaler différents types de crimes financiers. Je veux transformer cela en une organisation à but non lucratif quand j'aurai 18 ans, m'a-t-elle dit un soir alors qu'elle travaillait sur son dernier projet, quelque chose qui fournit des services de protection gratuits aux familles qui ne peuvent pas se permettre des consultants privés. C'est un beau but, Emma. Ça a commencé à cause de ce que papa nous a fait, mais c'est devenu quelque chose de plus grand. Il y a tellement de familles qui sont victimisées par des gens en qui elles ont confiance. Un soir, à la fin du printemps, je lisais dans le salon quand j'ai entendu Emma au téléphone lors d'un appel vidéo dans sa chambre. Je me suis arrêté devant sa porte, écoutant sa voix douce. Je sais que c'est effrayant de découvrir que votre mère a utilisé votre caisse d'études, disait-elle, mais vous allez bien vous en sortir. Je vais vous aider à protéger ce qu'il reste et à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. J'ai réalisé qu'elle parlait à un autre adolescent,
probablement quelqu'un dont la famille était détruite de la même manière que la nôtre. Emma était devenue une bouée de sauvetage pour les enfants dont les parents les avaient trahis. La chose la plus importante à retenir, a continué Emma, c'est que ce n'est pas de ta faute. Les adultes sont censés protéger les enfants, pas voler leurs biens. Quand ils ne font pas leur travail, nous devons nous protéger. Je me suis éloigné de sa porte les larmes aux yeux. Pas de tristesse, mais d'une fierté écrasante. Marc avait essayé de nous briser, mais au lieu de cela, il avait forgé quelque chose d'incassable. Emma avait transformé sa douleur en objectif, son traumatisme en une mission pour protéger d'autres familles. Le lendemain matin, Emma est apparue au petit déjeuner, ressemblant à n'importe quel autre élève de 8e année. Mais je savais mieux maintenant. Sous cette apparence adolescente normale se cachait quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui avait pris la pire chose qui lui soit jamais arrivée et l'avait transformée en une force pour le bien. Prête pour l'école ? Ai-je demandé, en l'embrassant sur le front. Toujours, a-t-elle dit, en mettant son sac à dos. Oh, et maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. En la regardant marcher jusqu'à l'arrêt de bus, j'ai réalisé que la trahison de Marc n'avait pas détruit notre famille. Elle avait révélé de quoi nous étions vraiment faits. Emma avait gagné plus que la justice. Elle avait gagné son avenir et l'utilisait pour sécuriser l'avenir d'innombrables autres familles. Marc pouvait garder sa nouvelle vie avec ce qu'il en restait. Nous avions construit quelque chose d'infiniment plus précieux à partir des morceaux qu'il avait laissés derrière. Nous avions construit l'espoir, et Emma le partageait avec le monde. Si cette histoire de justice numérique d'une enfant de 12 ans vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires incroyables de protection familiale comme celle-ci. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.